Nous allons nous intéresser à présent au lien entre le roman et son lecteur, à la manière dont Gide envisage la position du lecteur. Les remarques relatives au lecteur sont nombreuses. Chez Gide, dans le journal des faux-monnayeurs, le lecteur est invité à un certain nombre d'opérations mathématiques, addition, soustraction. Gide dit laisser au lecteur le soin de conclure, enfin il utilise l'expression tirer la barre. Donc il laisse au lecteur le soin de conclure. Il affirme encore, toujours dans le journal des faux-monnayeurs, refuser d'avoir un lecteur paresseux. Et on peut encore insister sur le soin qu'il met à souhaiter être relu. Donc on a dans le journal des faux-monnayeurs tout un ensemble d'indications sur finalement le lecteur idéal, le lecteur modèle qu'il souhaite. Parallèlement à ce journal des faux-monnayeurs, dans les faux-monnayeurs, dans le roman lui-même, on a un certain nombre de lecteurs qui incarnent autant de figures internes du lecteur et qui sont donc tantôt des modèles, tantôt des repoussoirs pour le lecteur réel. Alors, l'importance accordée au lecteur, la revendication d'une liberté pour le lecteur, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle dans l'œuvre de Gide, on la trouve de manière récurrente dans tous ses écrits critiques et même dans ses écrits narratifs antérieurs. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est le genre que Gide confère à son œuvre, celle de roman. Pour ça, il n'a pas hésité à révoquer comme roman ses œuvres antérieures, puisqu'il avait commencé par donner à certaines d'entre elles cette catégorie générique pour finalement la leur ôter. Et c'est précisément ce lien entre la conception du roman, qu'est-ce que c'est qu'un roman finalement pour Gide, puisqu'il refuse de considérer à ses œuvres précédentes ce statut pour l'attribuer au seul faux-monnayeur. Donc qu'est-ce que c'est qu'un roman, et surtout quel statut singulier les faux-monnayeurs confèrent-ils au lecteur en tant que roman. Si Gide a refusé de considérer les écrits précédents comme des romans, c'est principalement pour deux raisons. Il a pris conscience assez vite, c'est la première raison, que les écrits qu'il a pu écrire, les écrits narratifs qu'il a pu écrire, ne correspondent pas au roman qu'il rêve, et notamment au roman d'aventure qu'il souhaite. Pour lui, le roman tel qu'il l'envisage est un roman forcément ample, une œuvre touffue, générale, de portée universelle. Donc voilà la première dimension importante à ses yeux et à laquelle ne répondaient pas ses œuvres antérieures de son point de vue. Mais la deuxième raison, qui est l'une des plus importantes et généralement la plus connue, c'est aussi donc et surtout parce qu'il aboutit au moment de l'écriture d'Isabelle, une courte nouvelle, une nouvelle, en 1911, il aboutit à l'idée que le roman se définit par la polyphonie, pour reprendre ce terme au sens où l'entend Bakhtin, c'est-à-dire que le roman doit donner à voir, et cette fois-ci je cite Gide lui-même, alors ce sont des expressions bien connues mais qui explicitent très bien cette idée-là, le roman doit donner à voir, dit-il dans le projet de préface pour Isabelle, une diversité de points de vue, ce doit être, ajoute-t-il, une œuvre déconcentrée. Et ce sont bien ces deux critères-là, l'ampleur, l'œuvre touffe, l'œuvre générale de portée générale, et l'œuvre polyphonique, le roman polyphonique, qui déterminent pour lui véritablement ce que c'est qu'un roman. Et ce sont pour ces deux raisons-là qu'il a souhaité débaptiser, si l'on veut, les écrits précédents, pour réserver aux faux-monnayeurs cette seule désignation. Et de fait, en y regardant bien, on se rend bien compte que les faux-monnayeurs mettent en application ces deux exigences théoriques, puisque c'est une œuvre somme, indéniablement, un roman d'aventure dans lequel le narrateur feint de découvrir les événements au fur et à mesure, où il se montre à l'écoute des personnages. Donc voilà pour la première dimension. Et pour la seconde, évidemment, le narrateur ne cesse de déléguer dès qu'il le peut la parole aux différents personnages de son récit, et notamment à Édouard à travers la forme du journal. Alors, ce qui est important ici, et notamment dans ce choix polyphonique, c'est le fait que la pluralité des narrateurs,
déléguant la parole au personnage, permet de relativiser finalement chaque point de vue et de laisser le lecteur juge. Le choix de cette polyphonie opacifie l'appréhension de la réalité, puisque finalement on a une réalité multiple qui nous est restituée à travers une diversité de points de vue, et c'est une manière pour Gide de refuser ce qu'il appelle de conclure. Il refuse de conclure en laissant justement le lecteur face à à la pluralité des points de vue assumés par les personnages. Le deuxième élément et la deuxième direction dans laquelle, qui montre le souci de Gide de laisser une grande liberté à son lecteur, c'est celle de l'hybridité générique. En effet, Gide conçoit le roman comme une œuvre somme, un roman total qui intégrerait l'ensemble des dimensions de la vie, mais aussi l'ensemble de la littérature, si on peut dire ainsi, bien que ce soit peut-être un petit peu rapide comme formule. En tout cas, du point de vue de la construction générique, le roman ne cesse d'interroger sur des modes différents plusieurs genres. Et cette pluralité, cette hybridité générique oblige véritablement le lecteur à chaque fois à une réflexion, à une synthèse, l'oblige à réévaluer sans cesse le roman qu'il lit. Gide disait bien « je veux être relu ». Eh bien, cette hybridité générique contribue, met en application, est une manière d'obliger en quelque sorte le lecteur à relire l'œuvre. Alors, détaillons un petit peu cette hybridité générique. On trouve dans ce roman plusieurs genres. Déjà, premièrement, le journal. On trouve le genre du journal. Alors, on sait que le journal, c'est une forme que Gide affectionnait. Il l'a pratiquée de manière suivie tout au long de sa vie, puisqu'il a écrit un journal intime, qui a été publié pour la première fois en volume en 1939. Donc ça, c'est le journal intime de Gide. Parallèlement à ce journal intime, il a écrit le journal des faux monnayeurs, donc journal de la création des faux monnayeurs, et puis il insère ici le journal d'Édouard, du personnage d'Édouard, qui s'inspire d'ailleurs grandement de ce journal des faux monnayeurs. Alors, cette présence du journal dans le roman ou dans un écrit narratif n'est pas neuve. Cette présence n'est pas neuve puisque Gide l'avait déjà fait dans La Porte étroite avec le journal d'Alissa. Mais le fait de placer comme ça dans une même œuvre un journal permet d'offrir un contrepoint aux actions. C'est-à-dire qu'en fait, on a à la fois l'action et le point de vue du personnage sur cette action. Et ça oblige le lecteur à confronter constamment les deux, et en l'occurrence dans Les Faux monnayeurs, de se rendre compte de la mauvaise foi, de l'insincérité, du faux monnayage d'Édouard. Donc voilà pour le premier genre. Le deuxième genre intégré dans ce roman, c'est le genre de la sotie. Alors, la sotie, Gide a désigné, au moment où il a refusé de considérer ses écrits antérieurs comme des romans, a expliqué que pour lui, les Caves du Vatican et d'autres relevaient du genre de la sotie. La sotie, c'est un petit peu le pendant narratif de la farce, genre d'origine médiévale. Et en fait, on retrouve cet esprit de sotie dans plusieurs passages du roman. Alors, pour ne prendre qu'un exemple précis, on peut penser notamment au moment où Bernard se trouve avec Laura et où finalement il veut approcher le fauteuil, mais le fauteuil n'est pas suffisamment stable et finalement il finit par accueillir Laura dans ses bras. L'esprit de la sotie est restitué ici par un incident qui est dit burlesque, je cite la narration, mais aussi par le style et une comparaison un petit peu saugrenue. Donc on a ici véritablement un épisode qui relève de la sotie. Enfin, et la liste n'est pas exhaustive, mais on ne peut pas manquer ici aussi de renvoyer au genre du traité que Gide intègre dans son roman. Il écrit d'ailleurs dans Les Faux monnayeurs qu'il souhaite faire de son œuvre le traité de la non-existence du diable. Et de fait, dans l'œuvre, dans Les Faux monnayeurs, plusieurs passages renvoient explicitement pour le lecteur averti, pour celui qui connaît l'écriture antérieure de Gide en particulier, puisque Gide a écrit 5 traités
de façon antérieure. Donc plusieurs passages renvoient à cette écriture du traité. On peut donner comme exemple le passage où le narrateur explicite le comportement de Vincent en insistant sur la manière dont son comportement est influencé par les forces du mal et par le démon, par le diable notamment. Tout ce passage-là, extrêmement didactique, ressorti à l'écriture du traité. Et donc on voit bien finalement comment cette combinaison de genres oblige le lecteur à une réévaluation constante dans la manière dont il perçoit l'œuvre, dans la définition qu'il va pouvoir en proposer, qu'il va pouvoir construire de l'œuvre. Ce mélange des genres, cette hybridité générique est l'un des procédés de l'écriture romanesque gydienne pour justement inviter le lecteur à la lecture, à la relecture, et donc pour refuser un lecteur qui prendrait son roman dans un sens purement littéral.